Quel premier événement pour commencer 2021? C'était l'événement était chouette, la main card était incroyable et le combat principal, on va y venir, on va y venir. Commençons par le seul petit bémol, selon moi, l'annonce de Khabib. Donc, j'ai l'impression qu'on nous a un peu tease, c'était un gros plan marketing. On nous dit, ouais, il y a une annonce à 21h par rapport à Khabib. On s'attend évidemment à son retour. Je veux dire, on ne fait pas une annonce en début de main card pour dire il prend officiellement sa retraite, ce qu'on pensait. On fait une annonce et on tease les gens pour dire ok, il reviendra contre le vainqueur de, ou bien contre Georges Saint-Pierre, ou bien il veut montrer qu'il est le plus grand de tous les temps, il monte en welterweight, il affronte Ousmane, j'en sais rien, mais il faut, aussi absurde que cela puisse être, il faut une annonce. Là, ils nous ont annoncé ce qu'on savait déjà. Il est à la retraite, mais peut-être qu'il va revenir. Il veut juste voir le combat de un tel et le combat de un tel. Voilà, je trouvais ça nul. Je trouvais vraiment ça nul. On avait l'impression d'être au Bellator. Loin de moi l'idée de les critiquer, mais ça faisait très Bellator. Ça faisait pas spécialement UFC. Honnêtement, j'espère qu'il reviendra pour deux raisons. La première, c'est un incroyable athlète. On en veut encore, évidemment. La deuxième raison, c'est il apporte des vues au MMA et on en a besoin. On en a vraiment besoin. Évidemment, plus il y a d'intérêt médiatique, plus il y aura de fans, plus il y a de fans, plus il y a d'intérêt, plus il y a d'argent, plus il y a tout, plus il y aura d'événements, que ce soit au niveau international ou au niveau local. Donc clairement, j'en ai envie. Et certainement contre McGregor, c'est pas le fanboy au fond de moi qui parle, mais vraiment, si on a McGregor contre Khabib 2 en 2021, ben, ça va exploser, les chiffres vont exploser, l'intérêt va exploser, il y aura de plus en plus de fans de MMA et en soi c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. Donc voilà, maintenant que le bémol est passé, on va se plonger directement dedans. Donc je fais un peu cette vidéo en mode surprise, c'est pas du tout dans mes plans, mais l'événement était tellement beau que je me suis dit c'est important de faire un récap là-dessus. Il y a plein de choses à aborder, surtout techniquement et stratégiquement, au cours des 5 combats de la carte principale. Donc c'est ça qu'on va faire. Ici, on va faire dans l'ordre chronologique. Donc on avait deux invaincus qui s'affrontaient, Soriano contre Todorovic. Un très beau combat. Et j'ai juste bien envie de revenir sur une chose ici, c'est ce que, et d'ailleurs j'en parle beaucoup dans mon livre, j'avais préparé ma petite pub, l'art de la bagarre. Je parle énormément de ça dans mon livre, donc si vous ne l'avez pas encore acheté, le lien est toujours dans la description de la vidéo. C'est la lecture de pattern. Donc ici ce qui s'est passé, c'est Todorovic est vraiment un excellent combattant, offensivement, défensivement, très très propre. D'ailleurs, son système de défense est assez intéressant parce qu'il pousse l'adversaire à surengager et c'est là qu'il va marquer ses contres. Le problème, c'est que il défend plus ou moins toujours de la même manière, ce qui le rend facile à lire. C'est ce que j'explique dans mon livre. Si ton adversaire, à chaque fois qu'il fait la même action, tu as la même réaction, tu deviens facile à lire. Donc, Todorovic est un combattant pour moi assez complet. Il n'a pas de défaut. Par contre, à ce niveau-là, c'est pas tes faiblesses qui sont tes défauts, parce que tu n'en as pas, ce sont tes habitudes. Et ici, clairement, dans cette séquence, on va le voir, il défendait toujours un peu de la même manière, step back avec son corps. C'est une bonne défense, là il n'encaisse rien dans cette séquence, il force Soriano à surengager, ce qui laisse des ouvertures en contre. Ici, le problème, c'est que Todorovic, il faisait que défendre, il contrait très rarement quand Soriano attaquait. Et j'ai pas envie de décrédibiliser la victoire de Soriano parce que franchement tout le crédit lui revient. Il a bien lu le jeu, il a bien lu le système défensif de Todorovic et il lui a fallu moins d'un round pour trouver les ouvertures. Donc là l'ouverture c'était de ne pas avoir peur justement de surengager, mais surtout de mettre la pression. Moi, si un de mes élèves est dans la cage et affronte quelqu'un qui défend beaucoup avec des step back en reculant la tête, je vais lui dire toujours la même chose. S'il recule sa tête, son corps et ses jambes sont disponibles. Tu feintes un jab à la tête, il recule sa tête, tu envoies un gros direct dans le corps ou tu envoies un gros low kick, ça va toucher, c'est sûr et certain. Ça, ce serait ma stratégie à moi. Ici, Soriano, ce qu'il a très bien fait, c'est qu'il a mis la pression. En fait, si ton adversaire défend juste en faisant des step back et en reculant son buste, ben, s'il y a la cage derrière lui, il ne sait plus reculer le buste. Et donc, hop, voilà. Donc ici, il y a la cage. Todorovic est tout droit, et en général, sa défense, c'est de mettre son buste vers l'arrière. Mais avec la cage, évidemment, c'est impossible. Du coup, il prend les grosses frappes,
et ça mène c'était le début de la fin pour lui. Donc je reviens un peu en arrière. Ici on voit Soriano qui met la pression, il envoie en premier direct, on voit qu'il surengage, hein. Vous voyez ici, ça fait une ligne droite, ça touche, mais sa tête est complètement plus loin que son pied avant, c'est ce qu'on appelle surengagé, et ça laisse pas mal d'ouverture. On voit ici, toute sa tête est ouverte au crochet avant par exemple, mais là il touche, et qu'est-ce qui va se passer? Très simplement, ça provoque Todorovic à reculer, et ici il est contre la cage, il ne peut plus faire de step back, et Soriano va renvoyer un direct, vraiment à la pointe du menton, et c'est knockdown. C'est là où il perd son protège-dents, puis il y a un reset, et la séquence de la fin c'est à peu près la même chose. Donc ici vraiment très très bonne lecture du côté de Soriano, un athlète à suivre de très près, il passe à 9-0 si je ne me trompe pas, belle performance. Mais voilà, si ici il faut tirer des leçons, c'est vraiment le fait d'avoir des réactions différentes par rapport aux actions des adversaires pour être le plus difficile à lire. J'en parlais notamment dans ma preview de Qatar contre l'OE. C'est le fait de vraiment réagir de manière différente par rapport à la même situation. Et d'ailleurs, j'en parlais aussi pour Ricky Simon qui affrontera Gaetano ce mercredi. Ça te rend plus compliqué à lire, donc plus compliqué à affronter. On y est. Deuxième combat, Joaquin Buckley contre Alessio Di Chiriò. Ici, on connaissait les intentions de l'UFC. Pour moi, c'était assez clair. On met Alessio Di Chiriò qui est sur 3 défaites d'affilée, qui est pas du tout en confiance. Et face à lui, on met Joaquin Buckley, derrière lequel il y a pas mal de hype grâce à son knockout de l'année passée. Et évidemment, il y a toutes les raisons du monde qui est de la hype derrière lui. Ce KO était juste superbe. Il est sur 2 victoires d'affilée. Son KO suivant était d'ailleurs, je vais pas dire tout aussi beau, mais il était très très beau également. Et donc ici, on met quelqu'un qui est sur 2 victoires d'affilée contre quelqu'un qui est sur 3 défaites d'affilée. C'est ultra rare. J'ai pas fait mes recherches, mais je me souviens pas que ce soit arrivé très souvent. Et donc clairement, je pense que l'objectif de l'UFC ici, c'était de faire monter ce qu'on pourrait appeler le compte bancaire de Joaquin Buckley, pas en argent, mais qu'il ait encore plus de hype et continuer à le construire pour après le vendre sur des main events et le rendre vraiment attractif en l'appelant Knockout Machine ou Highlight Human, un truc comme ça. Et là, l'Italien a complètement cassé les plans de l'UFC. Donc ici, je vais vous montrer ce KO. C'est vraiment très beau. J'ai fait le top 15 de mes plus beaux KO de 2020. J'ai mis 3 high kicks dedans, 3 fois d'affilée. Et je parlais souvent de cette dualité entre le direct arrière et le high kick arrière. Ici, Alessio va envoyer son direct. Et c'est une très bonne défense de la part de Joaquin. Il va esquiver sur son intérieur, donc sur l'extérieur de Di Chiriò. Putain, je suis désolé, je vais y arriver. C'est dimanche, je suis un peu fatigué. En esquivant là, il se retrouve sur l'extérieur, ça ouvre pas mal de contres. Maintenant, le problème, c'est quand on fait un follow-up du direct avec le high kick, on crée une collision. Étant donné que la tête descend et que la jambe monte, je sais que je raconte souvent ça crée une collision. Déjà, un high kick, c'est puissant, mais en plus, un high kick en collision, ça mène d'office au KO. Donc ici, vous voyez, fin de direct, Joaquin Buckley qui drop littéralement en collision avec le high kick. Je vais pas montrer la vidéo parce que j'ai peur que l'UFC me prenne pour un hacker et après me supprime la vidéo ou me donne une amende. Très beau travail de Alessio, vraiment très très beau, très très propre, beau KO, rien à dire. Mais encore une fois, là la vidéo c'est vraiment plus pour expliquer certains détails techniques qu'on voit pas spécialement. Donc là clairement, le high kick qui suit derrière le direct sans reload, donc vraiment une fraction de seconde après, c'est une technique super efficace. Et d'ailleurs, l'année passée, il y a eu plusieurs KO comme ça. Et en kickboxing, ça arrive très très souvent les KO comme ça. Combat d'après, The Leech, je comprends pas. Il fait une performance incroyable contre Eliseu dos Santos. Ensuite, il fait une biaise performance contre Neil Magny dans son dernier combat. Et hier, une performance de nouveau extraordinaire. C'est à se demander s'il n'a pas un frère jumeau et qui se fout de notre gueule en combattant une fois sur deux.
et il y en a un qui est vraiment bon, l'autre qui est vraiment moins bon, on va dire. Bah, ici, très très belle performance contre Ponzinibbio. Ça faisait longtemps qu'il n'avait plus combattu, mais Ponzinibbio, c'est quand même un striker de haut niveau. Et ici, ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est le regard de The Leech, Li Jingliang. J'ai dit beaucoup c'est la fatigue, je pense. Donc, ici, on échange des directs, c'est assez classique. On se rappelle notamment de Dan Hardy contre Carlos Condit. Ils envoient tous les deux leurs directs en même temps. Comme ici, les deux directs manquent, et puis ils reviennent tous les deux avec un crochet, et c'est celui de Condit qui fait plus mouche. Ici, ce que j'ai envie de montrer, je vais le montrer bien au ralenti. Donc là, il vient direct crochet. D'ailleurs, on voit la main de Ponzinibbio qui aurait pu envoyer un crochet, mais comme il fait un recul du buste en même temps, c'est un peu contradictoire, donc il ne l'a pas envoyé. Mais là, ce que je veux vraiment montrer, c'est les yeux, le regard de Li Jingliang. On ne voit pas très bien à cause de la qualité, mais on voit qu'il regarde. On voit qu'il regarde, c'est ce que j'appelle eyes on the prize. Il sait où est-ce qu'il veut toucher. Dans l'action, il y a beaucoup de combattants qui regardent un peu n'importe où, même qui ferment les yeux, etc. Ici, c'est propre. Dans une action où les deux envoient full power, Li Jingliang reste les yeux bien ouverts, pour pas faire de blagues évidemment, sur son adversaire, et il vient toucher la pointe du menton. C'est juste un super beau KO. Là, on voit vraiment la tête de Ponzinibbio. Ça, c'est un KO. On voit la tête de Ponzinibbio qui éclate. Pouf, super beau KO. Voilà. Je vais mettre des pauses assez souvent pour éviter que l'UFC me tombe dessus, parce que je sais qu'il vérifie comme ça avec des images. Que dire? On passe au suivant, le co-main event, entre deux vétérans du sport. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce combat. Je ne vais pas spécialement l'analyser encore une fois dans le détail, parce que je pense que les deux athlètes sont en fin de carrière. C'était un très beau combat, très propre. Après, je vois ni l'un ni l'autre faire un title run. Je les vois nous offrir encore des combats assez fun. C'est un peu comme Donald Cerrone en fait. Hein. D'ailleurs, ce serait pas mal d'avoir Cerrone contre Condit en welterweight, pourquoi pas. Je sais qu'ils sont entraînés souvent ensemble, mais je pense qu'ils seraient ouverts à accepter ce genre de combat. Je reviens à mes moutons. Il y a deux techniques que j'ai bien appréciées de Carlos Condit. Et non, ce n'est pas son trip à la Zabit, qui était très très beau aussi, mais ici il y a vraiment celle-ci, c'est ce qu'on appelle le switch. Donc on est à la cage, on a Matt Brown qui met la pression, et Carlos Condit l'avait utilisé contre Georges Saint-Pierre, mais il n'y était pas arrivé parce que Georges Saint-Pierre est trop fort. Il va utiliser son bras gauche pour venir crocheter la jambe gauche de Matt Brown. Comme on est en miroir, ça veut dire que lui il va complètement se décaler sur l'extérieur de Matt Brown, et Matt Brown du coup quand il va pousser, son poids va pas aller vers son adversaire mais vers la cage, et en fait il va y avoir donc un contrepoids qui va lui permettre de switcher en fait, de prendre le contrôle de la position. Donc ici on va le voir bien au ralenti, vous voyez la main gauche qui vient crocheter la jambe gauche ici de Matt Brown, et puis il suffit hop, de s'asseoir, mettre le poids vers le bas, lever la jambe de son adversaire, et ça va complètement retourner Matt Brown, ce qui permet de prendre le top control ici. Hop, on est dans la transition. Et là, on continue le scramble et on va prendre la position. Ok, on va remonter sur ça. Je pense pas que l'UFC va me faire chier. Hop, ça reste une petite séquence. Très très beau. Ça s'appelle le switch. Super efficace, c'est beaucoup utilisé en MMA. C'est rare que ça fonctionne cependant, mais à vraiment garder en tête quand on est contre la cage, c'est une technique qui est magnifique quand l'adversaire met beaucoup de pression sur nous et qu'on a l'occasion de sortir le bras pour venir chercher la jambe, et puis de faire un 180 degrés en fait du côté ouvert. Deuxième technique que j'ai envie de montrer, c'est moi ce que je vais appeler la menace de Sulioev stretch. Donc c'est une soumission, je vais la montrer après, pour garder le dos. Ça c'est une situation assez classique en MMA. On a un athlète qui a le dos, ici c'est Carlos Condit, et l'autre qui se met un peu en genre de, je vais pas dire tripod, mais en table avec les hanches qui est le point culminant. Donc c'est un peu une position montagne. Ce qui va se passer évidemment ici, c'est que Carlos Condit il garde le contrôle du dos grâce à ce pied-là, mais pour peu que Matt Brown shake, ça s'appelle shake, c'est-à-dire tremblote un peu, les hanches de Carlos Condit vont descendre tout doucement jusqu'à ce qu'il tombe et qu'on retourne la situation. Généralement, dans ce genre de situation, celui qui a le dos va très souvent menacer une clé de bras pour pouvoir garder un genre de contrôle ou de menace pour éviter que son adversaire continue à shake. Ici, Carlos Condit a été très 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 intelligent, c'est-à-dire qu'il a menacé le Sulioev stretch, ce qui a en fait provoqué ou forcé Matt Brown à s'asseoir
pour ne pas se faire soumettre, mais la conséquence c'est que il a littéralement donné son dos sans sortie possible. Donc ici, Matt Brown est dans une bonne position, je dirais. Évidemment, il a Carlos Condit sur son dos, Carlos Condit qui a un petit grip de Kimura, ici ça reste intéressant. Mais il est en bonne position pour sortir, pour faire sortir Carlos Condit par le haut, et puis pour reprendre le top control. Donc ici, je vais peut-être le mettre vraiment de nouveau bien au ralenti, vous voyez, ici, Carlos Condit qui avait le Kimura grip, il vient chercher le contrôle de jambe pour menacer le Suloev stretch qui est en fait une clé de genou à partir du dos. Et donc ici, il vient menacer le Suloev stretch, expérimenté comme il est, Matt Brown, on voit directement, il prend la jambe, son autre jambe vient s'asseoir, enfin vient se mettre au sol, et puis il va déposer son genou de sa jambe droite au sol, immédiatement pour défendre la soumission, mais en défendant la soumission, ici on a un contrôle total du dos. Ok, donc ici, Carlos Condit qui réaligne ses hanches et il a un contrôle classique du dos. C'est du très très beau travail. Vraiment, ça je vais vous montrer en vitesse réelle. Je pense pas, encore une fois, je pense pas que l'UFC fera chier si je fais ça. Donc Kimura grip, menace dessus le Suloev qui offre le contrôle du dos. Très beau boulot, vraiment très très beau boulot. Et je vais vous montrer simplement, donc ça c'est la toute première qui est arrivée à l'UFC. Si je ne me trompe pas, il y en a eu 3. Donc il y a eu Carl Robertson ici qui a fait le tout premier Suloev stretch à l'UFC. Et c'est super spécial parce que il était arrivé qu'une fois, puis on l'a plus vu pendant 4 ans. Et puis le même soir, Zabit Magomedsharipov et Aljamain Sterling le font le même soir. C'est assez marrant, ça me fait un peu penser au Bulldog Show qui est très très peu vu, c'est peu fréquent. Le premier à l'avoir fait c'était Carlos Newton il y a très longtemps dans les tout premiers UFC. Et puis soudainement on le voit 2 fois de nouveau dans la même soirée avec Raquel Pennington et Uriah Faber si je ne me trompe pas. Bon, la culture c'est comme la confiture. Moins on en l'a, plus on l'étale. Donc là, c'était mon moment encyclopédie. Donc voilà, ici, je le remontre. On a de nouveau même situation. Contrôle du dos pour Carl Robertson. Il regarde la jambe et puis il va venir la crocheter avec ses mains. Et il va finaliser avec une clé de genou à partir du dos. Voilà. C'est magnifique. Juste magnifique. On en arrive au main event, probablement la raison pour laquelle vous êtes tous connectés sur cette vidéo. Je vais prendre mes notes. Qu'est-ce qui... Oh, superbe. Je suis bouche bée. Franchement, je ne sais pas quoi dire et je sais que vous non plus. Vous ne savez pas quoi dire. Quelle performance. Alors, le premier point, c'est vraiment le rythme. La gestion du rythme. Holloway n'a pas laissé respirer Kattar, il n'a pas laissé Kattar s'installer dans le combat. Je l'avais un peu dit dans la preview, ces deux mecs, ces deux athlètes qui aiment initier, c'est eux qui aiment bien engager l'action. Ils veulent frapper en premier, c'est pas spécialement des contreurs. Ce que Max Holloway a très très bien fait ici, c'est qu'il a fait en sorte, il a vraiment forcé Kattar à être le contreur dans ce combat. Comment est-ce qu'il a fait ça ? Eh ben, il a non-stop envoyé des frappes. Si toi tu envoies non-stop des frappes, ben, l'autre s'est jamais initié. Du coup, l'autre est en contreur, et étant donné qu'il est... L'autre, enfin ici Kattar, c'est quelqu'un qui aime initier, il n'est pas à l'aise quand il prend le rôle de contreur, ben, lui était dans sa zone d'effort, alors que Max Holloway restait dans sa zone de confort. Très intelligent comme game plan. On entendait que c'était préparé parce que son coin lui disait souvent don't let him reset, ne le laisse pas se réinstaller. Et ici j'ai mis une séquence qui pour moi marque vraiment ça. C'était dans le premier round, en fin de premier round, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Kattar a souvent utilisé ça où il avance sa main avant, puis sa main arrière, puis sa main avant, et puis il attaque. Il avait fait ça contre Ricardo Lamas, magnifique KO. Et ici, Holloway remarque ça. Il voit Kattar qui commence à jouer, il sait que Kattar va vouloir initier. Qu'est-ce que fait Max Holloway ? Il initie à ce moment-là. Donc Kattar joue avec ses mains, boum, et c'est Max Holloway qui attaque. Aussi, ça paraît con, mais pour moi ça c'est une séquence clé. Ça montre que Holloway est venu avec la bonne stratégie. Il a cassé le rythme de Kattar. Kattar voulait initier, non, c'est Max Holloway qui a initié. Et ça a été comme ça pendant tout le combat. Pendant tout le combat, il a cassé le rythme et il a mis beaucoup de volume. Alors là, j'ai pris le temps. Max Holloway a envoyé 737 frappes. Alors j'ai vu sur internet des 749, etc. Moi j'ai été voir sur UFC Stats, ça vient plus à ça. 737 frappes sur le combat, 439 ont touché. Ce qui signifie que par round en moyenne, il en a envoyé 147 avec 87 qui touchent. Ce qui signifie que par minute, ça fait presque 30 frappes par minute envoyées avec presque
presque 18, 17,5 frappes qui touchent par minute. Ça veut dire qu'il envoyait une frappe toutes les 2 secondes. Et ça veut dire qu'il y en a une qui touchait toutes les 3 secondes et demie. Donc en tant que combattant à la place de Qatar, ça veut dire qu'en moyenne, pendant 25 minutes, toutes les 3 secondes et demie, tu te faisais toucher. Alors je sais pas vous, mais en sparring, si ça arrive, moi je pleure, hein, j'arrête. Et d'ailleurs, pendant 25 minutes, envoyer une frappe toutes les 2 secondes, c'est chaud quand même. Hein. Faites un round de sac de 5 minutes et envoyez 147 frappes sur les 5 minutes avec une puissance de combat. Ça fatigue, hein. Ça fatigue, c'est un truc de dingue. Alors, j'ai quand même resté dans les stats. Hein. Le round le plus actif, c'est le 4e. Le 4e round est le plus actif. C'est pas le premier, c'est pas le deuxième, non, c'est le 4e. J'avais dit ça dans ma preview. Max Holloway, il monte crescendo et ça arrive souvent qu'il frappe. Plus on avance dans le combat, plus il frappe, alors que la logique veut que plus on avance dans le combat, plus on est fatigué, moins on frappe. Qatar aussi. Le round le plus actif de Qatar, c'est le 4e. Alors Max Holloway a surdominé Qatar, et d'ailleurs, encore une fois, l'adversité a de l'importance dans la performance. C'est un masterclass, surtout parce qu'il fait ça à Qatar. Mais, respect à Qatar, le gars, je sais pas comment il n'est pas tombé. Son round le plus actif à Qatar, c'est aussi le 4e, alors qu'il a été méga sonné dans le 4e et surtout dans le 2e. Qatar a quand même touché 133 fois sur 283 frappes envoyées. Alors, quand je dis ça comme ça paraît, on ne sait pas dire. Un des plus beaux combats de l'année passée et un des combats les plus actifs de l'année passée, on s'en souvient très bien parce que c'était en décembre, donc c'est encore frais dans nos mémoires. Figueiredo contre Moreno, c'est 137 frappes à 132 qui touchent. Qatar a quand même touché 133, donc on est dans le même range. Donc, même si Max Holloway avait touché 3 fois moins, le combat aurait été entre guillemets aussi volumineux que Figueiredo contre Moreno, qui était incroyable. Donc, voilà, moi je peux arrêter mon analyse là, les stats parlent d'elles-mêmes, c'est juste un truc de fou. Et 0 knockdown, les gars. 0 knockdown. Il n'y en a pas un des deux qui est tombé. La puissance de Qatar sur 133 frappes, le volume de Max avec 439 qui touche, et aucun des deux qui tombe, avec Qatar qui prend des coups de coude. Enfin, je vais pas m'emballer, mais oui, on mérite de s'emballer. Quelle performance. Donc c'est vraiment incroyable. Ici, je vais juste continuer avec les séquences qui me restent, mais je pense que avec tout ce que je viens de dire, on a fait le tour, hein, les gars. La séquence d'après, si je me trompe pas, voilà, ça c'est donc ce que je voulais dire, c'est que Qatar est pourtant arrivé bien préparé. Ils étaient tous les deux bien préparés, Qatar aussi. Qatar, dans le premier round, c'est 9 low kicks qui ont touché sur 11 tentés. Donc stratégiquement, il avait pensé au low kick qui était une très très bonne chose. Et ici, les déplacements, ça je le montre parce que j'en avais parlé dans la preview. Qatar, on voit qu'il a bossé sur ses déplacements. Donc ici, il est dos à la cage, et il va directement venir rechercher le centre dans une action. Donc ça, encore une fois, c'est un petit détail. Ça lui a permis de garder de l'espace derrière lui et de ne pas se faire complètement succomber. Mais donc ça montre, hein, vous voyez, ici, il a repris le centre, et c'est Max Holloway qui est dos à la cage. Donc, ça paraît con, mais ça rend encore la performance de Max plus belle, parce que Qatar était prêt et il a fait vraiment des bonnes choses, notamment reprendre le centre. S'il n'avait pas repris le centre, je pense que le volume de Max aurait été encore plus élevé, parce qu'il aurait eu plus d'occasions de le faire succomber à son volume. Et puis ici, très bel échange. Ici, je pense que c'est un truc que j'avais pas spécialement parlé. Pourtant, je parle de Burgos contre Qatar dans la preview. Burgos a beaucoup travaillé le corps de Qatar. C'est vrai que j'avais dit dans la preview que Qatar avait tendance à juste défendre et pas contrer, et à défendre haut. Donc ici, ce que Max avait bien bossé, c'est qu'il avait prévu d'envoyer beaucoup de frappes au corps. Il en a envoyé vraiment beaucoup. Donc ici, il envoie son jab, et Qatar, il protège très haut, ce qui ouvre le corps. Et donc Max, très souvent, il est venu attaquer ici le corps avec notamment un beau crochet au foie ici. Et bon, il y avait plein de séquences comme ça, mais très bien vu de la part de Max Holloway d'attaquer le corps. Et encore une fois, comment est-ce que Qatar tient le coup jusqu'au 5e round en encaissant autant de frappes au corps? Je comprends pas. Et alors, dernier point que je voulais soulever, c'est les oblique kicks avec la jambe arrière sur la jambe avant de Qatar pour casser le rythme. Ça aussi, ça faisait partie évidemment des clés de la réussite de Max Holloway. Ici, j'en ai montré un. Il y en a eu beaucoup dans le combat. Juste une très belle technique. Pour casser le rythme, c'est parfait. Hein. C'est vraiment parfait. Qatar veut attaquer. Non, il y a un oblique kick qui vient à sa jambe, puis un low kick souvent qui suivait. Qatar, ça casse son rythme s'il voulait s'imposer en anglaise. Donc voilà, je pense que c'est la fin des séquences que je voulais montrer. Ouais, c'est la fin des séquences que je voulais montrer. Donc,
qu'est-ce que je vais te dire? Sur quoi je conclus? Sur quoi je conclus? Masterclass de Max Holloway, tout le monde l'a lu. Vous avez été sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Vous avez tous vu le combat, c'était incroyable. Il y a ce qu'il fait au 5e round où il commence à parler aux commentateurs, il les regarde, il envoie un direct qui touche, il esquive 3 frappes. Il était dans le flow. Ça, c'est du flow state. Et je vais refaire une pub pour mon livre. Je parle du flow state d'un point de vue cérébral, ce qui se passe exactement. J'en parle dans mon livre. Achetez-le. Si vous ne l'avez pas encore, achetez-le. Si vous l'avez et que vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le maintenant. C'est le bon moment. Un point que je voulais juste aborder, il reste deux points que je veux aborder. Le premier, c'est quand on voit un combat comme ça, les gars, payez pour regarder l'UFC. Payez pour regarder l'UFC. Alors je sais, il y aura plein d'entre vous qui vont donner l'argument de ouais, c'est une multinationale et ils prennent tout de l'argent pour eux et 80, si je paye un pay-per-view, 80% va dans la poche de Dana White, etc. etc. De un, Dana White le mérite. C'est grâce... Enfin, ce qu'il a mis en place pour que tous les combattants qui combattent pendant la pandémie aient encore un salaire, c'est grâce à lui. Il ne faut pas oublier que tous les employés de l'UFC, etc., ils bossent dur, ils méritent, on peut dire peut-être pas autant, mais si, parce que Dana White a pris des risques financiers qui sont incroyables. Il aurait pu être à la rue à cause de l'UFC, mais non, il a pris les risques parce qu'il y a cru, et c'est grâce à lui que le MMA est aussi développé aujourd'hui. Donc rien que pour ça, il mérite. Mais peu importe, c'est pas ça que je veux dire. Quand on voit le combat que nous a offert Kattar et Holloway, quand on voit toutes les frappes que Kattar a pris, il mérite d'être payé. Et pour qu'il soit mieux payé, il faut qu'il y ait plus d'argent dans l'industrie. Alors on peut dire ce qu'on veut, oui, quand on met de l'argent, il y a beaucoup qui va à l'UFC, il y a très peu qui vont aux combattants. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si on ne paye pas, il n'y a rien qui va aux combattants. Donc même si je mets 10 euros en plus sur la table et qu'il n'y a que 2 euros qui est réparti entre tous les combattants de la carte, je trouve qu'il les mérite. Et pour ça, voilà, il faut regarder, c'est un petit effort, ça va faire monter le sport à l'international. On voit que les salaires augmentent peu à peu, certes, mais ils augmentent, ils sont bien meilleurs que ce qui n'était il y a 5-10 ans, et on commence à arriver vers des primes que les fighters méritent, parce que c'est pas un sport comme les autres, on n'en sort pas indemne, clairement pas, on sort pas indemne d'une carrière, et d'un combat comme ça, on sort vraiment pas indemne, donc trouver un moyen pour être honnête et pour regarder l'UFC en payant, c'est l'UFC Fight Pass. Un combat comme ça fait partie de l'abonnement. Ça fait partie des 8 euros par mois, je pense, pour l'UFC Fight Pass. Pour les Belges, le Eleven Sports Fight Pass, même si c'est pas passé hier, les futurs événements passeront dessus, c'est 6 euros par mois. C'est moins cher que Netflix, les gars. Faites l'effort. Dernier point, les sparring. Alors là, je ne vais pas faire un débat, je vais juste soulever, parce que je pense que c'est une information intéressante, en tout cas moi je la trouve très intéressante. Max Holloway ne fait plus de sparring. En tout cas, c'est ce qu'il a dit sur ses 2 derniers fights. Robbie Lawler avait dit la même chose quand il a affronté Johnny Hendricks. Et Robbie Lawler contre Johnny Hendricks, c'est une de ses plus belles performances, les 2 fois de sa carrière. Et à ce moment-là, il faisait très peu de sparring, voire pas du tout de sparring. Donc, moi, ça relève la question, quand on atteint un certain niveau, quand on a une certaine expérience comme Max Holloway qui est au top du top et qu'il a fait des heures et des heures et des heures de sparring dans sa carrière, ne serait-ce pas une bonne idée de mettre les sparring de côté pour arriver dans le combat frais, avec le cerveau reposé? Parce que c'est ça qu'on dit, c'est quand tu prends un KO, tu as une suspension médicale. La suspension médicale, c'est pour laisser le temps à ton cerveau de se reposer. Mais quand tu t'entraînes et que tu fais des sparring hardcore, tu prends pas de KO, mais ton cerveau souffre aussi, donc il a besoin de repos. Donc je me pose vraiment cette question de me dire, est-ce que les sparring intenses, ça a autant d'importance que ce qu'on pense maintenant? Voilà, chez nous, chez les Vikings par exemple, on fait très peu de sparring intense, on fait beaucoup de sparring light, et je pense que ça a beaucoup de valeur de faire plus de sparring light pour avoir justement l'habitude de cette dynamique. Moi j'appelle ça des sparring coopératifs, donc c'est vraiment où les deux essayent des choses, où on est plus dans le déplacement, la technique, garder les yeux ouverts, essayer des nouvelles choses, comprendre la distance, comprendre les contres, essayer vraiment de comprendre pendant le sparring. Les sparring hard, c'est bien pour faire des mises en situation de combat, mais je pense pas qu'on en ait autant besoin que ce qu'on pense, surtout quand on arrive au niveau de Max Holloway. Donc voilà, je vais pas faire un débat, je vais pas émettre de conclusion non plus, mais je pense que la question mérite d'être posée, donc je voulais la mettre pour tous les combattants qui regardent. Posez-vous la question quand on voit la performance de Max Holloway, qui a plus fait de sparring depuis 1 an. Voilà, il fait une performance incroyable et c'est à se demander si le repos cérébral
n'a pas justement une importance là-dedans, parce que le cerveau joue une grande partie dans les automatismes, etc. Là, il a atteint le flow state dans le combat. C'est peut-être parce que son cerveau était picobello, comme on dit. Voilà. En tout cas, après une performance comme ça, c'est sûr et certain, il mérite le title shot. C'est sûr et certain. Même si Volkanovski, bon voilà, on savait, hein, si Ortega gagne contre Volkanovski, d'office, le rematch d'un point de vue business, c'est super intéressant pour l'UFC. C'est le combat qu'il y aura. Si Volkanovski gagne, étant donné qu'il est déjà à 2-0 contre Max Holloway, même si on peut argumenter contre ça, l'UFC aime pas trop faire un troisième combat quand c'est déjà 2-0. Mais après une performance comme ça, il n'y a pas d'argument, les gars, on est d'accord. C'est Max Holloway le prochain pour. Enfin, c'est Max Holloway qui doit prendre le vainqueur entre Ortega contre Volkanovski, qui va être un combat de dingue. Miocic contre Stipe Miocic contre Francis Ngannou a été annoncé aussi. La revanche est officielle. On en parlera plus tard. Je vais clôturer ici. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Si tu as suivi jusqu'ici, c'est que tu kiffes mes vidéos. Je vais faire un petit rappel. Moi, ça me prend du temps, évidemment. Je le fais avec énormément de plaisir. Mais ça me prend du temps. Toi, ça te prend 0 secondes. Ouais, ça te prend 2 secondes de like. Ça te prend 2 secondes de t'abonner à ma chaîne. Ça te prend 5 secondes, 10 secondes de faire un commentaire. Si tu fais un commentaire en 1 minute, c'est encore mieux avec un chouette feedback et tout. Je suis super ouvert à ça. Tu le verras dans les autres commentaires. Encore mieux si tu partages ou si tu fais découvrir ma chaîne à d'autres personnes, c'est encore mieux. Plus il y a de vues, plus mon ego gonfle, évidemment, mais plus ça va me motiver à faire des vidéos de qualité, plus je vais prendre le temps, plus je vais aussi gagner de l'argent via YouTube. Pour l'instant, c'est entre 50 cents et 1 euro la vidéo, c'est pas grand chose. Mais si en fin d'année, je commence à avoir des x10 par rapport à maintenant, ou même x100 par rapport à maintenant, bah, j'aurai plus de temps pour passer, donc j'aurai plus de vidéos de qualité, et donc toi, tu auras plus d'informations de qualité. C'est un win-win gratuit pour toi. Pourquoi ne pas le faire? Allez, merci à tous d'avoir suivi, c'était Chris Genacht. Ciao, ciao!